Bonsoir à tous, merci d'être venus. Merci aussi à nos invités d'être là pour participer à cette rencontre. Pour nous présenter un peu très rapidement, donc moi je suis Chloé, je suis responsable de la librairie La Comète. La Comète, c'est la librairie photographique de Picto, les laboratoires pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et La Comète, comme je viens de le dire, c'est une librairie qui est spécialisée dans le livre photo. Donc voilà, on fait que du livre photo. Et donc ce soir, on a avec nous donc Emmanuel Asquette qui est chargé de mission de la grande commande de la BNF, c'est ça. Anaïs Oudard qui est photographe et Marie Daucher également, et qui sont toutes les deux lauréates de cette grande commande. Pour commencer, peut-être, est-ce que Emmanuel, tu peux un peu nous recontextualiser qu'est-ce que c'est cette grande commande, nous parler un peu des enjeux, dans quel cadre elle a été faite. Bonsoir, merci d'être là. Alors, cette grande commande à l'attention des photojournalistes, c'est une commande voulue par le ministère de la Culture et confiée à la BNF pour son pilotage. Donc, comme le disait l'appel à projet, ce projet vient reconnaître et encourager la création contemporaine dans le champ du photojournalisme et de la photographie de presse. Donc le contexte, c'est celui de la crise sanitaire, de la situation aussi des photographes et des photojournalistes qui, on le sait, n'est pas optimum, surtout après cette période-là, elle l'était encore moins. Donc ce projet s'ancre dans le plan de relance, qui est un plan de soutien, et un plan de soutien à la presse. La commande était dotée de 5,46 millions d'euros et l'idée c'était de soutenir via une commande les photojournalistes ou photographes collaborant avec la presse. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus particulièrement quelles étaient toi tes missions et ton rôle un peu au sein de cette grande commande ? Oui, alors moi j'ai été embauchée par la BNF en tant que chargée de mission pour coordonner cette grande commande au sein du département des estampes et de la photographie qui est dirigé par Sylvie Aubenas, et je travaille aux côtés d'Héloïse Conessa, donc qui est conservatrice pour la photographie contemporaine. Alors moi je me suis dédiée uniquement à cette commande puisque Héloïse elle a d'autres missions au sein du département des estampes. Donc mon rôle c'était d'abord d'organiser, lancer l'appel d'offres avec tous les services de la BNF, bien sûr, service juridique, service des marchés, mais aussi plus tard service de la communication, d'Elcom, service des expositions, des programmations. Donc en premier lieu, nous avons lancé l'appel d'offres, organisé les jurys, et puis accompagner les photographes. Sur certains nous sollicitaient plus que d'autres, on pouvait les accompagner sur des lettres, essayer d'être facilitateur pour certaines approches, certaines entrées également. Et puis ensuite, lancer des opérations de valorisation pour diffuser tous ces travaux. Il s'agissait de trouver des lieux partenaires partout en France. Et enfin, créer cette exposition qui est actuellement visible à la Bibliothèque nationale François Mitterrand, pour restituer, c'est une restitution, donc un choix, l'aventure de la grande commande, voilà, dans un parcours thématique. Donc si je ne me trompe pas, il y a 200 lauréats, c'est ça ? Oui, absolument. Donc cette expo, elle est visible jusqu'au 23 juin à la BNF, donc comme tu l'as dit, juste à côté. Dans cette expo, elles sont regroupées par thématiques, chaque photographe. Comment vous avez construit un peu ces thématiques ? Est-ce qu'elles étaient là avant l'exposition ou elles sont venues après, au moment de la construction de la scénographie ? D'abord, peut-être dire que les photographes nous ont rendu chacun un grand reportage. Ce que nous, on appelle entre nous le grand reportage, c'est leur reportage numérique. Donc ça peut aller de 30, 50 à 200 photographies selon l'ampleur des sujets couverts. Donc ce corpus numérique a intégré les archives numériques de la BNF. Et par ailleurs, nous avons fait avec eux un editing de 10 photographies sous forme de tirages qui sont rentrés dans les collections du département des estampes et de la photo. Par ailleurs, certains nous ont aussi livré des entretiens, des journaux de bord, beaucoup de matériel annexe, des interviews, ça a été aussi le cas de Marie. Voilà, donc tout ce matériel est entré à la Bibliothèque nationale de France et va constituer des matériaux de recherche vraiment uniques pour les chercheurs de demain qui travailleront sur la photographie française, mais aussi sur la France, on l'espère. Et nous avons fait notre choix
pour l'exposition dans cette sélection des 10 travaux. Voilà. Donc évidemment, une exposition, un commissariat, c'est un choix. Choisir, c'est renoncer. Donc c'est aussi un exercice de frustration énorme. Nous avions un espace contraint. Donc au final, 450 œuvres présentées sur les 2000 voilà, que représentait notre masse initiale. Alors on l'a organisé après, on a essayé beaucoup de choses, mais finalement on a choisi de l'organiser autour de la devise nationale, conjuguée au pluriel et augmentée de la notion de potentialité. Donc la potentialité, c'est tout ce qui existe en puissance. Donc évidemment, c'est là que nous avons rangé toutes les thématiques liées à l'écologie, aux grands défis de demain, tant technologiques qu'à la décroissance. Voilà. Et ensuite, liberté, égalité, fraternité, ce qui permettait d'organiser les sujets de façon plutôt équilibrée. En fait, ça s'est équilibré en soi, avec aussi toutes les antithèses possibles, liberté, absence de liberté. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour de cette première partie pour la Grande Commande. Donc Anaïs et Marie, vous êtes donc toutes les deux lauréates. Est-ce que vous pourriez un peu, donc Anaïs, puisque tu as le micro peut-être toi en premier, nous parler plus généralement de tes thématiques de travail, même au-delà de la Grande Commande, quels sont tes sujets de prédilection ? Déjà, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc je travaille sur les violences faites aux femmes. C'est un travail qui se décline en 3 chapitres et le premier chapitre a été développé du coup dans le cadre de la Grande Commande de la BNF. Il s'intitule Héroïne 17 et il témoigne de jeunes filles qui ont toutes connu une situation de rupture familiale dans leur enfance. Et les 2 autres chapitres, le deuxième s'intitule L'étreinte du serpent. Il documente le viol comme arme de guerre utilisée en République démocratique du Congo. Le 3e chapitre a été développé dans le cadre du mentorat des filles de la photo et témoigne des violences sexuelles liées au conflit actuel en Ukraine. Le travail que tu as présenté pour la BNF, c'est ton premier chapitre de ces... Exactement. Et en fait, la Grande Commande a lancé ce projet, a lancé pour moi un projet qui s'est décliné du coup en 3 chapitres ensuite. D'accord. Et Marie, toi, est-ce que tu peux peut-être nous parler de tes thématiques plus générales de travail et puis plus spécifiquement de celle pour la Grande Commande ? Oui, alors plus généralement, je travaille plus beaucoup depuis 10 ans dans la photographie puisque j'ai beaucoup milité pour la visibilité des femmes photographes et ça ruine une carrière. Par contre, j'avais pas du tout l'intention de travailler sur les représentations lesbiennes et quand j'ai lu l'appel à projet, que j'ai lu la date de travail qui serait 2022, ça m'a tout de suite évoqué l'anniversaire, les 10 ans du débat sur le mariage pour toutes et tous et où on avait cruellement manqué de représentation et de représentativité. Et je me suis dit, 10 ans après, je vais aller voir comment on va en fait. Comment ça s'est passé, celles qui sont mariées ou pas, comment ça allait, et créer des représentations. C'était surtout ça. Vous avez donc toutes les deux, suite à cette Grande Commande, abouti à un livre, un projet d'édition. Donc Marie, tu l'as publié avec La Déferlante. Et donc Anaïs, tu l'as dit, ça s'appelle Héroïne 17, tu l'as publié chez Filigrane. Peut-être, donc ce qui m'a intéressé quand j'ai pris vos 2 projets, j'ai trouvé qu'il y avait des points communs, des similitudes, et du coup c'est ça que j'ai trouvé ça intéressant de souligner, et donc sur lequel j'aimerais bien revenir. Vous avez toutes les deux dans vos travaux intégré des témoignages des personnes que vous avez interrogées. Ces témoignages, si j'ai bien compris, n'ont pas été réécrits. Si. Ah, de ton côté, et Anaïs, est-ce que ces témoignages ont été réécrits ? Disons qu'ils ont été synthétisés quand même. Enfin, je veux dire, c'est leurs paroles, vraiment, c'est leurs mots, mais c'est leurs mots, mais évidemment, ils ont été rendus publiables et. Oui, c'est ça. Oui, mais sinon c'est vraiment leurs mots, leurs paroles. Voilà. C'était ça mon point. Et donc du coup, pourquoi le besoin dans vos travaux d'utiliser leurs mots à elles ? Comme je l'ai dit, il y a 10 ans, il était flagrant que nous n'avions pas de parole. On était invités nulle part alors que nos corps et nos droits reproductifs étaient un enjeu fondamental de la loi. Et on n'entend jamais les lesbiennes, on parle tout le temps de la lesbienne invisible, et c'est vrai. Et donc, on dit que des fois, une photo vaut 1000 mots, mais en fait, pour les minoritaires, je pense qu'il faut des mots, il faut entendre des voix qu'on n'entend jamais. Et je pense que j'ai bien fait, certainement toi aussi, parce que le livre est sorti en novembre, donc ça fait 6 mois que je suis invitée absolument partout, que ce soit dans des zones rurales, des grandes villes, etc., pour échanger. Il y avait un tel besoin de mots
et d'images que j'ai pas du tout envisagé de faire un livre que de photographie. Ça, c'était impossible. Je pense qu'on avait tellement souffert de ce qui s'était passé il y a 10 ans qu'il y avait un besoin de parole, qu'il y avait un besoin d'être entendu, d'être connu. Et j'ai fait une exposition au mois de mai-juin l'année dernière. C'était des grandes bâches, donc on pouvait être très proche des femmes représentées. Et il y avait des témoignages accrochés au mur. Et il y a eu le premier week-end 2000 personnes qui sont passées. J'ai vu des gens sortir en larmes en disant « mais en fait on ne savait pas ». Alors que les textes ne sont pas... Il n'y a pas de pathos, hein, les représentations sont plutôt très positives, mais les histoires racontées sont des histoires que les gens ne connaissent pas, en fait. Et donc, l'objectif était ça aussi, c'était de créer nos représentations, mais aussi sortir de cette invisibilité qui nous nuit, ça c'est sûr. Du coup, je travaille vraiment sur l'intime. Donc en fait, c'était très important. Enfin, pour moi, le travail, il fonctionne vraiment. Une image, un texte, c'est vraiment comme un diptyque. En fait, pour moi, l'image n'a pas de sens sans l'accompagnement du texte. Et je travaille sur l'intime, donc c'est leur narration, c'est leur histoire. Je peux pas y mettre ma patte. C'est trop fragile et trop sensible. Je me souviens plus trop la question, mais c'était pourquoi le besoin d'utiliser leurs mots et pas oui, j'y ai répondu. Oui, d'une je certaine travaille manière. sur leur intimité, donc c'est leurs histoires. Oui, du coup, il y a le... Enfin, ma question, c'est aussi pourquoi la photo, elle suffit pas. Du coup, Marie, tu as déjà un peu répondu à cette question, mais pourquoi la photo, pourquoi le besoin d'accompagner, en fait Je pense pareil que la photo peut pas tout dire, en fait. Enfin, une photo, elle peut avoir un autre sens accompagnée d'une autre image à côté. Et comme pareil, en fait, selon le texte, elle contextualise quelque chose. Donc, les mots des jeunes femmes étaient très importants pour compléter le portrait de façon plus parfaite. Pour évidemment, vos deux travaux essentiels étaient accompagnés de mots essentiels, mais on peut aussi remarquer que sur l'ensemble de la commande, il y a beaucoup de portraits. C'est vraiment un genre qui est extrêmement représenté. Pourquoi il y avait peut-être un besoin d'aller vers de l'humain après le Covid, mais c'est aussi une question de droit à l'image, je pense. Alors dans vos cas, c'est un travail extrêmement intime, d'approche, de grand contact, donc le rapport était évident, j'imagine. Mais tous ces travaux de portraits sont souvent accompagnés de textes, d'entretiens, voilà. Donc, pas forcément travaillés comme vous l'avez fait, mais en tout cas, on a des entretiens bruts du photographe avec son sujet. Et je pense aussi que c'est un travail d'enquête. Donc, on est obligé de passer du temps avec la personne, de la connaître avant de la portraiturer. De toute façon, ça me semble évident, parce qu'il faut qu'on représente son histoire. Donc, ce moment d'échange, il est primordial dans l'approche. Oui, il y a quelque chose qui relève de l'horizontalité, en fait. Moi, j'ai procédé, et je le sens un peu aussi de façon horizontale. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai décidé où elles étaient photographiées, c'est elles qui ont décidé pour elles-mêmes. La plupart, hein, des fois, il a fallu qu'on s'arrange un petit peu sur le lieu, mais la plupart du temps, c'est la façon dont elles sont habillées. Enfin, elles ont décidé, et il n'y avait pas un cadre formel. Ça change à chaque fois de ce fait-là. Et la parole était très très importante parce que ça nous permettait déjà de nous connaître. Et on se connaissait en parlant. Moi, je posais toujours 3 questions, les mêmes 3 questions, bon, à part les militantes parce qu'on allait plus loin, mais c'était où étiez-vous il y a 10 ans, ce qui permettait de parler en fait nous n'avons pas d'histoire, ou par bribes. Et ça, c'était notre histoire. Donc ça nous permettait déjà de nous ancrer dans cette histoire. Pour les plus jeunes, c'était un peu différent. Elles ne les avaient pas vécues, hein, mais pour les autres, c'était de s'ancrer dans l'histoire. Après, je leur demandais comment elles se nommaient. Et ça dit des générations. Ça dit, est-ce qu'on se dit lesbienne, gouine, afro-queer. Enfin, il y a beaucoup de noms pour se dire ou ne pas se dire. Et puis aussi, quelles étaient leurs représentations. Avec quoi elles s'étaient construites. Quelles représentations. Et malheureusement, on en a très très peu. Et c'est ce vide-là qui est très très intéressant. C'est là où elles disent le plus, en fait, sur cette absence de représentation. Et ce qui est important, c'était de faire ça de façon très collaborative. Moi, ce livre, j'arrive pas à le penser comme mon livre. J'arrive pas à dire mon livre. Elles sont là, on se regarde. Souvent, il y a leur regard. Le regard n'est pas là quand elles s'embrassent, par exemple, quand c'est un couple, mais... un couple qui s'embrasse, hein, parce qu'elles s'embrassent pas toutes, mais voilà, on est égal, on se regarde, et en ça, c'est une co-construction.
ce qui change. Et le texte, alors moi j'ai eu la chance de publier avec La Déferlante qui a mis en place une éditrice pour éditer les textes, parce que moi je suis arrivée avec beaucoup de transcriptions. Il y avait, je sais pas, 400 000 mots, enfin signes, enfin c'était un truc énorme. Et il faut en faire un livre après, hein, quelque chose de lisible, il y a des répétitions, etc. Et donc celle qui a fait, qui s'appelle Diane Mileli, elle avait aussi des enregistrements, ça met un contexte, et a pu réécrire, garder vraiment l'ambiance et revalider avec chacune. Et là, c'est très très important parce que on voit bien que des fois, la conversation qu'on peut avoir dans l'intimité, une fois qu'elle est écrite, c'est difficile. Et généralement, celles qui ont failli partir, c'est parce qu'elles disaient « oui, mais si ma mère lit ça ». Donc il fallait valider, aménager. On peut pas. Ce sont des paroles très fragiles en fait, et il faut en prendre un immense soin. Est-ce que du coup, comme ces photographies, tu les as construites du coup avec elle, est-ce que tu peux dire que ça a été ce jeu d'horizontalité, est-ce que ça a été un moyen pour elles de se réapproprier leur propre image et leur propre représentation, tu dirais? Oui, oui, oui. Et puis, du coup, ça rendait les choses moins impressionnantes parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais été photographiées. Hein. J'avais été très très frappée. Il y en a une que j'ai photographiée en Bretagne. Elle voulait pas la veille et puis le lendemain, bon, elle est arrivée d'un coup. Elle me dit oui, je veux le faire. Et donc le lieu a été choisi rapidement. En fait, là, c'est un peu les exceptions dont je parlais. Et puis quand je rentre, je me dis voilà. C'est pas génial en fait. Elle était très stressée, elle avait jamais été photographiée, elle était tendue. Et je veux dire, la photo est pas géniale. Et elle m'écrit, je lui envoie, hein, je leur ai tout envoyé des photos pour qu'elle les ait. Et elle m'écrit en disant je me suis jamais trouvée aussi belle. Bon bah là, on sait que la représentation est bonne et c'était ça. C'était oui, s'approprier, se réapproprier. Des fois une image, les lesbiennes ont des images qui sont très abîmées par le regard masculin, hein, par le porno. Qui a beaucoup abîmé, ne serait-ce que le mot lesbienne. Donc c'était important de se réapproprier nos corps en fait. Vous, Anaïs, j'ai cru comprendre pareil que tu choisissais quand même les habits, les couleurs, que tu proposais ça avec les jeunes femmes avec qui tu faisais poser. C'est des photos qui sont construites avec elles ou c'est toi qui donnes les directions? En général, souvent elles m'envoient un texto la veille de la séance pour savoir, enfin certaines pour savoir comment ça va se passer, comment elles doivent se présenter. Donc je leur donne aucune consigne, je leur dis vraiment d'arriver comme elles le souhaitent, comme elles veulent être représentées. J'ai parfois eu de jolies surprises. Je pense à la photo de Médina qui porte une robe de tulle rose. Et là, c'était vraiment son choix. Parfois, c'est elles qui ont choisi leur tenue. Parfois, j'ai fait pas mal de séances avec certaines. Et on a créé vraiment une relation de confiance et on a parfois élaboré des mises en scène ensemble. C'est très aléatoire parce que j'ai eu des rencontres éphémères d'une demi-journée. Parfois, j'ai tissé un lien plus profond. Je suis allée jusqu'à parfois 8 shoots avec notamment Eria qui fait la couverture du livre. Donc, c'est très aléatoire et en général, je considère pareil que c'est une co-construction de l'image. Donc, tu leur laisses quand même le choix de leur représentation. Oui, est-ce que tu peux complètement. peut-être nous dire comme Marie, est-ce que c'est pour elles aussi un moyen de se réapproprier leur histoire ou leur image ou... Parce qu'elles ont un parcours qui est différent du coup des femmes que photographie Marie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est leur portrait, en fait, ça doit les représenter elles, donc elles savent mieux que moi qui elles sont, donc c'est à elles de savoir comment se... Enfin, j'ai pas trop envie d'interférer. Si je le fais parfois, c'est pour une question esthétique ou c'est parce qu'on le travaille ensemble, mais c'est leur identité. Moi, je suis juste là pour magnifier cette identité, mais je peux pas... Je mets de moi, évidemment, on travaille ensemble, mais c'est leur personne qui doit être... J'ai l'impression que ton travail a quelque chose de réparateur quand même, c'est une photographie, parce que tu viens aussi de ce monde des studios, de la photographie de mode, tu sais parfaitement mettre en majesté, en lumière, et je pense que évidemment c'est valorisant et c'est aussi amusant peut-être pour elle, et on sent ça aussi dans les images, qu'il y a vraiment ce partage autour de ces séances, et je trouve ça c'est vraiment très beau. En fait. Oui, c'est vrai que je suis assez fascinée par ces jeunes femmes. Je suis toujours très touchée par leur histoire. Et c'est vrai que mon but, c'est de les magnifier, de les rendre plus belles. Et c'est aussi ce que j'essaie de témoigner à travers ces portraits. Alors moi, je n'aime pas du tout de la mode. Et ce qui était assez frappant, c'est que dedans, il y a quand même, dans le livre, il y a plus de 50, entre 50 et 60 personnes. Il y en a 2 qui sont maquillées.
Ça, c'est un truc vraiment de lesbienne, hein, visiblement. Elles arrivent, souvent, les chaussettes sont... Voilà, c'est... Enfin, je les ai jamais vues s'apprêter, en fait. Elles arrivaient comme ça. Et je m'en suis rendu compte au bout d'un moment, en voyant une fois se maquiller. Je me suis dit, ah tiens, c'est la première fois. Donc c'est pas du tout la même démarche. Mais c'est ça qui a permis la grande commande, c'est de passer du temps avec les gens. Parce que ce temps on l'a jamais. Pour faire des projets comme ça, il faut de l'argent, il faut du temps, et ça on l'a pas. Enfin, structurellement, les photographes, à part dans des niches, gagnent pas tellement leur vie. Et donc c'est ça que ça nous a permis de faire. Et aussi, comme pour ton travail, moi il y avait quelque chose de très réparateur, de très consolateur pour moi aussi. Je vais revenir sur tu as dit le terme magnifié. Comme tu viens justement du luxe et de la mode, est-ce que du coup c'est une approche qu'on retrouve quand même dans ta photographie, dans ce projet-là? Qu'est-ce que tu dirais que ce bagage-là t'a apporté? Je voudrais juste rebondir, c'est que moi j'ai eu des belles surprises parce qu'à l'opposé de toi, en fait, elles arrivaient certaines très apprêtées. Et je sais pas, des fois je crois que j'ai eu des moments spontanés, mais je sais qu'aussi sur mon site internet, il y a des photos, parce que je leur envoyais, évidemment, je me présentais avant de les rencontrer, donc je leur envoyais mon travail et il y a des photos un peu de beauté où j'ai travaillé avec un coiffeur-maquilleur, donc peut-être qu'elles avaient projeté aussi ce type de travail, ce type de portrait. Mais je sais que j'ai photographié une jeune femme dans la rue que j'ai rencontrée par hasard via une autre des héroïnes en fait, et elles m'ont spontanément en fait elles ont créé toute une ambiance florale autour de, enfin elles se sont décorées le visage avec des fleurs et ça me faisait vraiment penser au shoot que j'avais fait un mois auparavant en studio avec une équipe. Et c'était surprenant parce que c'était dû je sais pas, parfois c'était dû au hasard et puis parfois peut-être elles regardaient mon site donc elles s'attendaient à une certaine esthétique ou je sais pas, en fait elles venaient comme elles étaient et puis c'était très bien comme ça. Tu as appelé donc ton projet héroïne. Je voulais revenir sur la définition du mot héros qui est donc de héros, qui est donc le mot grec, qui est donc le masculin de héroïne, qui désigne un individu qui se distingue par ses exploits ou son courage extraordinaire, et plus particulièrement dans le domaine des armes. Et donc on est quand même sur un champ lexical de la guerre. Je voulais savoir, dans ton cas, Anaïs, quelle guerre elles ont mené ces femmes-là, ou peut-être même qu'elles ont gagné. Pourquoi l'avoir appelée héroïne ? Héroïne, ça donne la tonalité de la série. C'est vraiment un travail qui rend hommage à des parcours de vie dont on entend peu parler. La rupture familiale, c'est une lourde conséquence pour les jeunes filles quand elles le vivent et puis des années après. Donc vraiment le travail c'est pour témoigner d'histoires dont on n'entend jamais parler en fait. Et bon, je suis pas très à l'aise avec le champ lexical de la guerre évidemment parce que je travaille vraiment sur des zones de conflit et que c'est pas vraiment, on n'est pas en zone de guerre etc. Mais on peut parler aussi quand même malgré tout, la rupture familiale c'est quand même un champ de bataille dans l'intime en fait. C'est comme on n'a pas de refuge, on n'a pas de foyer, on n'a nulle part où être protégé et donc ça entraîne une grande vulnérabilité en fait. Mais le mot héroïne, il est pas associé avec la guerre ou quoi que ce soit, mais plutôt à voir avec le courage et la force qu'elles doivent avoir pour continuer de grandir sans personne sur lequel s'appuyer en fait. Comment on assume un esthétisme quand on a en face des thématiques ou des histoires qui sont si fortes? Alors pour moi, c'est vraiment pas une problématique. C'est comme je les vois. Elles ont été identifiées parce qu'elles portent ce type de traumatisme, mais en fait pour moi, ça les rend toutes particulières et ça leur donne une force et une dimension incroyable. Donc moi, en fait, porter un regard de beauté là-dessus, c'est juste évident pour moi en fait. Ces jeunes femmes, elles ont vécu un traumatisme. Emmanuel, tu dis au sujet du travail d'Anaïs que, une petite citation que j'ai beaucoup aimée, donc je la reprends. Anaïs Oudard ne cherche pas à documenter l'atrocité, mais bien à mettre en image la résistance. Donc effectivement, comment on fait pour représenter le traumatisme ? J'ai lu tes questions et j'ai toujours pas la réponse, désolée. C'est hyper compliqué, mais du coup c'est vrai que l'association texte-image permet vraiment de poser des mots sur ces histoires en fait, mais j'ai pas c'est une grande question que je continue à étudier dans les sujets sur le viol comme arme de guerre, c'est très compliqué, j'ai pas la réponse. Je suis pas sûre qu'il y ait une réponse, mais Marie, tu photographies aussi des communautés qui subissent une exclusion et une stigmatisation. Comment toi, dans ton cas, tu représentes ce traumatisme d'exclusion et de stigmatisation? Avec les mots, c'est ça. C'est parce que ça se voit pas sur les gens.
Et je trouve qu'elles ont toutes raconté, parce qu'on a toutes, ne serait-ce que de dire un jour à sa famille, c'est d'une violence inouïe. Donc, elles le disent, je trouve, de façon très sensible, très belle, et le livre n'est pas chargé de pathos, en fait. Moi, je pense qu'il n'y a que les mots qui montrent. Par exemple, il y en a une qui est une réfugiée qui a d'énormes cicatrices. Elle s'est fait attaquer. Voilà, on lui a enlevé un tatouage quand elle était encore sur le continent africain, et qu'elle n'a pas voulu soigner plus que ça. Elle va garder ces marques-là toute sa vie. C'est son choix. Et moi, je me sentais pas de photographier ça, en fait. Puis on n'en a même pas parlé vraiment à ce moment-là. Non, je pense que les mots étaient vraiment très très importants. C'était pour ça aussi le choix de faire un livre qui soit pas qu'un livre photo, et qui soit pas d'ailleurs édité d'une façon classique. Il fallait que ce soit différent. Il fallait ouvrir une brèche dans le discours. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de livres photos qui sont dans des étagères photos, alors qu'ils devraient être en sciences sociales, en sciences humaines. Et il fallait sortir le livre de cet endroit. En plus, les livres photos ne sont pas dans toutes les librairies. Enfin, là, il y avait vraiment un choix. Moi, je savais dès le début que je ferais un livre parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien sur le sujet. Moi, j'avais 2 références. Zanele Muholi, qui est une Sud-Africaine, que j'ai découvert en 2012. C'est la première fois que je voyais un sujet traité sociologiquement comme ça par une lesbienne. C'était la première fois. Et puis après, j'avais découvert le travail de John Byron aux États-Unis, qui est une femme qui avait travaillé dans les années 70, qui a fait énormément de choses. Mais c'était tout. Donc je savais qu'il fallait faire un livre, et un livre différent, parce qu'il fallait qu'il soit diffusé, qu'il soit accessible. D'où le choix de La Déferlante. Enfin, je ne les ai pas choisis, elles sont venues me chercher. Ça, c'est une chance énorme. Mais parce qu'on connaissait l'enjeu, en fait. L'enjeu des minorités passe aussi par l'édition et les mots. Ces mots, ces témoignages, comment tu les as intégrés à la maquette de ton livre? Comment tu as choisi de les mettre en écho avec tes images? Alors, à partir du moment où j'ai travaillé avec La Déferlante, il y a une équipe qui a été mise en place, moi, je me suis plus occupée des textes. J'avais des textes à écrire qui mettaient des contextes, enfin, j'avais pas mal de travail, mais je me suis plus occupée des textes parce que je les avais vécus, il me fallait du recul. Donc, c'est Diane Mileli qui a travaillé là-dessus, qui a validé les textes avec chacune. Je m'assurais régulièrement que ça se passait bien. Et ça se passait visiblement bien. Bon, quand il y a eu ce petit sujet à la fin, donc je m'en suis occupée, mais je m'en suis détachée. Et puis après, quand on est revenu sur la maquette, il y avait une grande fluidité aussi. C'est Marine Van Hulme qui a fait la maquette. On travaillait à distance puisqu'on était dans des endroits différents, avec donc la directrice photo, qui est Ingrid Millot, qui m'a accompagnée depuis le début du projet. Et c'était des séances absolument géniales où il y avait une grande fluidité. En fait, ce projet, depuis le jour où j'ai eu la commande, ça a été porté par une grâce, mais jusqu'à maintenant, en fait, il y avait quelque chose de très juste de faire ça à ce moment-là et de cette façon-là. Et donc, ça a été très fluide, et ça se voit dans le livre. Les textes arrivent. Moi, je mets juste des toutes petites notes de contexte, parce qu'il y a des fois des choses qui ne se sentent pas dans le texte. Par exemple, à un moment, je photographie une femme que je connais depuis très longtemps, plusieurs années, qui est très lourdement handicapée, qui ne peut pas parler, qui écrit avec ses doigts de pied. Mais dans nos échanges, ça ne paraît pas. Et il faut mettre ce contexte-là. Il y a beaucoup de choses où il faut mettre des petits contextes, donc j'avais beaucoup d'écriture là-dessus. Ça vient vraiment soutenir le propos, c'est important le contexte. Oui, c'est vrai que pour pas mal de tes portraits, à chaque fois, il y a souvent une petite anecdote qui précise un peu le contexte de la photographie, que moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça, avoir toujours l'envers du décor, ouais. C'est toujours plaisant. Mais c'est vrai que pour les textes, je m'en suis détachée parce que voilà, je ne pouvais pas avoir le recul nécessaire. Et comment tu dirais qu'on arrive à une justesse de représentation? Parce que du coup, tu as interrogé un certain nombre de couples, de femmes. Comment est-ce que tu... Il n'y a pas que des couples. Non, je veux dire, parfois des couples, parfois pas de couples, etc. Mais... déjà, je suis allée les chercher le plus loin de moi, sociologiquement, en termes d'âge. Enfin, c'est très très varié, ça va de 17 à 77 ans. Il y a des différences d'origine, de lieu de vie, c'est très très varié. Déjà, cette recherche a été passionnante à faire. La justesse, je pense qu'elle est venue... J'étais galvanisée par cette commande.
Je sentais que c'était le moment. Donc, il y avait déjà, ce que je pense, c'était la façon dont je les abordais. J'avais envie de les emmener dans cette histoire, de leur dire, venez, on va se réparer. Et ça marchait. Alors, j'ai parlé à plus de femmes, bien entendu. Il y en a qui ont refusé d'y participer tout en voyant bien l'intérêt du livre. Mais enfin, il est encore et toujours difficile de se présenter publiquement comme lesbienne. Toutes celles qui ont participé ont fait preuve de courage et elles savaient qu'elles prenaient un risque. Donc ça créait cette relation si singulière en fait. Alors de dire qu'il y avait de la justesse dans les c'est pas moi qui le dis, mais je l'ai souvent lu et entendu. Ouais, il y a quelque chose de juste parce que je pense que c'est notre relation et que cette relation, enfin moi j'ai jamais été aussi bien que pendant cette commande en fait. Tes travaux, Marie, ils sont artistiques, documentaires, militants, tu l'as dit, ils sont intrinsèquement liés à tes travaux de recherche sur la représentation. Donc tu ne te définis pas que comme photographe. Pourquoi choisir le médium photographique quand on a toutes ces cordes à son arc ? C'est d'abord que je suis photographe, c'est quand même mon activité principale normalement. J'ai pas décidé d'être militante. On ne choisit pas un matin de bousiller sa carrière. Non, je suis devenue militante par nécessité. Je voyais bien que beaucoup de femmes restaient dans les marges, sur le bord du chemin, et qu'il y avait quelque chose qui était profondément injuste, et que l'argent public servait à maintenir ce système-là. Donc ça m'a demandé beaucoup de temps pour le faire bouger. J'ai créé aussi beaucoup d'alliances, etc. Et je pense que ça relève de la même chose, ce travail, c'est-à-dire de montrer une réalité et de dire qu'est-ce qu'on peut changer avec cette réalité. Écrire, filmer, après, c'est arrivé de cette nécessité-là, en fait. Quand j'étais petite, ma marraine me disait toujours, elle m'appelait Sainte-Marie des causes perdues. Et c'est bien qu'il y avait un terrain, quelque part. Et bon, maintenant, les causes sont moins perdues, enfin, on en gagne certaines. Les femmes ont beaucoup avancé dans la photographie, en très peu de temps, en fait. Il suffisait de montrer et de décider. Il suffisait de montrer les mécanismes qui invisibilisaient les femmes, et là, elles comprenaient que c'était pas elles le problème, mais que c'était un système où on n'accuse personne, mais il faut montrer le système. Voilà. Et puis après, il fallait le décider, ce qui a été fait. Donc c'était... Oui, je pense que ça relève exactement de la même démarche, changer le monde. Comme on l'a dit, le livre photo, c'est un objet qui peut être très onéreux. Vos 2 livres, ils sont très accessibles, ils sont tous les 2 à 25 €. Est-ce que le prix, ça a été un enjeu ? Moi, je voudrais souligner que j'ai réalisé ce livre, évidemment grâce à la grande commande qui a été le premier élan de ce projet. Mais j'ai eu aussi beaucoup de chance parce que j'ai obtenu le prix Caritas de la photographie sociale cette année. Et du coup, dans les dotations du prix, il y avait donc 2 expositions et la réalisation de ce livre aux éditions Filigrane. Donc j'avoue qu'en fait, j'ai été vraiment portée... par ce prix pour la réalisation de ce livre et je suis très contente pour les héroïnes qui du coup ont une visibilité dans cet objet en fait. Donc au niveau du prix etc, c'est pas moi qui ai planifié les choses. C'est plus au niveau de l'accessibilité en fait, au-delà du prix, c'est parce que du coup 25 € c'est quand même très abordable ça. Du coup moi je trouve pas pour tout le monde parce que pour les jeunes femmes que j'ai représentées c'est quand même un budget, ça dépend pour qui en fait, j'ai envie de dire. Du coup, mais dans le livre photo, dans le champ du livre photo, oui, c'est très accessible. Oui, c'est ça. Pourquoi c'était important pour toi le support du livre, même si ça fait partie de ce prix, il y avait quand même. Est-ce qu'il y a eu cette idée-là quand même de vouloir le diffuser, En fait, j'avoue, j'ai eu tellement de chance avec ce prix. Quand j'ai commencé ce projet, je m'attendais pas du tout à le terminer avec un livre. Je suis très contente pour les jeunes femmes du coup qui ont participé au projet, mais c'était pas une fin en soi pour moi. Je pense que c'est très différent parce que toi, c'est un projet de vie, donc tu avais cette intention du livre. Moi, c'est une chance qu'on a eue, moi et puis les jeunes femmes, d'avoir cette finalité en fait. C'est bien un truc de femme. Tu as eu du talent, t'as pas eu de la chance. Ouais. T'as bien bossé, c'est normal. Voilà, c'est pas de la chance. C'est pas de la chance. Ton travail est super bien. Il méritait ça. Voilà. J'en reviens au livre. Moi, le prix était important, bien entendu. Je voulais qu'il soit... Alors, ça venait d'une discussion avec Alice Coffin, qui est une élue de la ville de Paris et qui est une militante lesbienne et qui est dans le livre. Et elle m'avait dit, ton livre, il faut qu'il soit vraiment mainstream. C'est-à-dire qu'elle avait publié Le génie lesbien chez Grasset. Et elle me dit, voilà, il faut qu'on ait de l'ambition, sinon on restera toujours invisible. Enfin, et c'est à ce moment-là que la déferlante m'appelle en me disant, on veut le faire. J'ai dit, d'accord, mais il faut qu'il soit vraiment... il faut qu'il soit largement diffusé. Enfin, je me suis posé beaucoup de questions. D'ailleurs, je les ai posées à ton éditeur aussi, Patrick Lebescon. On en a pas mal discuté de ce moment où je cherchais la bonne forme, en fait.
Et c'est vrai que lorsque la déferlante arrive, je ne vois pas où je pourrais être mieux, en fait, parce que c'est un contexte féministe. L'éditrice, qui est une des 4 fondatrices, est lesbienne, comprend exactement les enjeux. Dans l'écriture aussi, celle qui a écrit est aussi lesbienne, donc elle connaît les sous-textes, elle est capable de les amener à un public plus hétérosexuel. Et le livre doit être très accessible, donc il a été entièrement fabriqué en France, imprimé en France et à 25 €, ce qui est quand même une performance, et il est surtout tiré à 6000 exemplaires, ce qui, dans le champ de la photographie, tu confirmeras, certains confirmeront, est assez rare et ouvre en fait une voie comme une brèche à autre chose, un autre positionnement du livre photo. Et le soin a été apporté aux photos comme au texte de la même façon. Mais moi, je savais dès le début qu'il y aurait un livre, c'était évident, puisqu'il n'y avait rien. Moi, j'avais jamais fait de livre photo. Donc c'était important. Ouais. Merci. Moi, j'ai fait un peu le tour de mes questions. Peut-être, Emmanuelle, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Oui, au sujet du livre photo, puisque c'était le dernier sujet. Alors, comme vous deux, il y a d'autres photographes de la commande que cette commande a permis d'avoir accès à un premier livre. Donc ça a aussi servi à ça, c'est-à-dire un rapport peut-être plus aisé avec les éditeurs. Je pense à Michael Bunel et la boîte à bulles, où il a produit son projet sur les aidants de l'humanitaire avec un dessinateur de BD. Voilà. On a Franck Tombs aussi qui a pu publier l'entièreté de son travail sur Mayotte. Lisa, si j'oublie peut-être, et Stéphanie Lacombe qui va publier aux éditions de Juillet son très beau travail sur Flic Secours, voilà. Donc Daniel Schall avec Photo de classe et Laurent Veil, la cathédrale de Strasbourg. Voilà, donc il y a eu pas mal d'autres travaux édités et c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Et si je peux rajouter quelque chose. On parlait tout à l'heure du rapport aux gens dans la photographie. Moi, avant cette commande, un an avant, c'est par la déferlante que j'avais commencé, mais je ne faisais pas de portrait. Je n'étais pas portraitiste parce que j'avais peur de mal représenter, de me tromper, parce que je fais partie de gens qui ont été très mal représentés. Et donc, je ne faisais pas de portrait. Et puis, avec Ingrid Millot, dont je parlais, et Chloé Devis, qui est photographe et journaliste, on avait commencé durant le 2e confinement à réfléchir sur le portrait de presse, comment on représentait les gens, comment on photographiait les gens. Et on a analysé, on était en confinement, donc on se visionnait toutes les semaines, on a eu beaucoup plus de temps pour travailler, et on a analysé 1000 portraits de presse, l'ADR de Libération et l'invité de Télérama. Et ça nous a beaucoup transformé, en fait. Ça a transformé notre regard sur la photographie, sur le rapport aux gens, alors on connaît bien les milieux de la photo, sur des angles différents. Il y en a qui ont travaillé dans la presse, d'autres qui sont photographes, d'autres journalistes. Et on a travaillé aussi sur les mots qui sont utilisés dans le portrait de presse. Et à un moment, j'ai senti que ça pouvait changer quelque chose pour moi, que je pouvais essayer. Et il se trouve que j'ai reçu une commande de la déferlante, enfin c'était pas Ingrid, mais l'autre personne qui travaillait avec elle. J'ai eu très très peur d'y aller. C'était Claude Ponty, un dessinateur très connu. Et j'ai été tétanisée. Et après, j'ai compris on s'est amusés ensemble. C'était génial. J'ai pu faire ce que je voulais. Et du coup, j'ai pris confiance. J'ai eu après d'autres commandes. Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé. On vient de publier le livre qui s'appelle Le portrait de presse au prisme des dominations. Et c'est important de dire qu'on l'a publié à compte d'auteur et qu'on a été soutenu par de l'argent public, par 2 ministères, le ministère de la Culture et le ministère de l'Égalité des chances. Enfin, ça change toujours un petit peu le nom de ce ministère. Mais c'est important de dire en fait que on peut travailler sur des questions minoritaires parce qu'il nous faut du temps, de l'argent, etc. C'est pas des sommes folles non plus. Mais l'argent public doit servir à ça, en fait. Il doit y avoir des politiques publiques volontaristes pour que voilà. Et là, en fait, sur le champ des représentations, personnellement, j'ai bénéficié 2 fois d'argent public pour faire avancer ces sujets. Et c'est pas rien, en fait. C'est pas rien. Merci. Est-ce que peut-être on peut laisser la parole à des gens dans la salle si vous avez des questions, si quelqu'un veut rebondir ou... Je ne sais pas si la question a été évoquée déjà, mais je voulais savoir, sur le terrain, lors de la réalisation
réalisation justement de la commande, est-ce que vous avez eu affaire à des sujets qui vous ont demandé une rémunération? Vous voulez dire que des gens nous ont demandé à être rémunérés? Personnellement, non. Alors moi, personnellement, je n'ai eu absolument aucune difficulté. Ça a été un truc miraculeux. Toi, tu peux essayer. J'ai eu une difficulté. Si, je tiens quand même à le noter. J'avais, avant de commencer la commande, un autre photographe de la commande que je connais, qui a travaillé sur les anciennes Miss, Gilles Leindorfer, qui est un copain. Il me dit, qui avait plus l'habitude que moi, il me dit, méfie-toi des classes sociales supérieures, elles peuvent vraiment t'ennuyer. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. J'ai insisté parce que c'était quelqu'un d'important, etc. Et c'est la seule personne qui a quitté le projet. Donc voilà. Mais personne ne m'a demandé d'argent, sinon. Mais je sais que c'est un sujet. Mais bon, je l'ai pas eu. Voilà. Toi? Moi, j'ai eu des grandes difficultés pour mener à bien ce projet. Il y avait déjà dans le cadre de la grande commande un délai pour restituer le travail. On avait quand même 9 mois. 7 mois de prise de vue et 3 mois de post-production. Enfin, voilà, donc vous l'organisez comme vous vouliez. En fait, sur un sujet sensible comme le mien, et le tien aussi, hein, mais c'était, je trouve, un gros challenge. Parce que et ce projet, en fait, moi, j'avais reçu j'ai été validée du coup par la grande commande. C'était mi-décembre en 2021, et j'avais déjà commencé le projet mi-octobre, et j'ai réalisé mon premier portrait mi-février, et encore c'était un portrait qui n'était pas vraiment dans le sujet, mais en fait il fallait que je démarre et que je commence par quelque chose. Mais en gros, donc, j'ai peut-être mis 4 mois avant de réaliser mon premier portrait sur la cible, la tranche d'âge que je voulais, et juste pour avoir accès aux jeunes femmes, en fait, j'ai contacté 35 structures en lien avec l'aide sociale à l'enfance. Il y en a seulement 7 qui m'ont répondu, et je suis souvent passée par un processus en moyenne de 4 réunions par structure avant qu'elles me fassent confiance et qu'elles me donnent accès à certaines jeunes femmes. Et ensuite, quand j'ai rencontré les jeunes femmes, ça c'est pour le coup là, la prise de vue, c'était très agréable, en tout cas pour moi, j'espère pour elles aussi, mais ça s'est très bien passé. Mais je sais qu'il y a certaines jeunes femmes qui a posteriori ont changé d'avis. Il y en a que 2 ou 3, mais après il fallait toujours que, s'il y avait d'autres difficultés aussi, c'est que certaines étaient dans un parcours de vie très, très fragile, étaient dans un parcours d'errance, étaient dans des foyers je les rencontrais parfois dans des accueils de jour, en fait, et donc elles me donnaient parfois rendez-vous, et c'était elles n'étaient pas présentes pour le rendez-vous. Parfois j'ai pris des billets de train, je suis arrivée, j'ai traversé toute la France, il n'y avait personne, mais en fait je ne pouvais que accueillir parce que je connaissais un petit peu leur histoire, et c'est normal d'être parfois en dépression ce jour-là, de ne pas avoir envie de se montrer, et donc j'ai fait parfois le portrait 1 ou 2 mois après. Et voilà, je sais aussi que j'ai eu d'autres difficultés, parce que je voulais travailler sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, c'était ce que j'avais proposé. Et j'ai sollicité pas mal de structures en Seine-Saint-Denis en lien avec l'aide sociale à l'enfance ou des hébergements d'urgence. Elles sont tellement sollicitées en fait que très peu de structures m'ont ouvert leurs portes. Donc j'ai vraiment ouvert le sujet à toute la France. Et puis certaines m'ont accueilli, et j'ai pu mener à bien le projet comme ça, aussi par des liens d'amitié en fait que j'ai créés avec certaines jeunes filles, donc qui identifiaient certaines de leurs amies qui étaient d'accord pour témoigner. Donc oui, j'ai quand même eu pas mal de difficultés du coup. Alors peut-être pour élargir un petit peu cette réponse, moi qui ai accompagné les photographes, je peux vous dire que oui, certains ont vraiment eu beaucoup de mal à accéder à leur sujet. Alors je pense notamment au monde de l'agroalimentaire, Marc Latuilière, Julien Goldstein. Rentrer dans ces structures-là, ça a été complexe. Les data centers également, Olivier Monge, il a pu faire très peu de photos à l'intérieur. William Keo, en effet, m'a sollicité pour... alors beaucoup de travaux sur les services publics, voilà, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Les brigades de pompiers, très complexes, il a dû abandonner. Pourtant, j'ai passé des appels, multiplié les lettres. Donc oui, il y a eu beaucoup de... certains ont abandonné certaines voies, se sont repliés sur d'autres, mais oui, il y a des mondes qui sont complexes à intégrer en tout cas. Donc c'est vrai que le passage par des associations,
aide beaucoup à aborder certaines populations, rentrer dans un hôpital, une prison, en organisant des ateliers ou ce genre de choses. C'est souvent des biais qui permettent aux photographes de rentrer en contact avec leur sujet, par petits pas. Moi, c'est une question pour Anaïs. Je me demandais la signification du chiffre 17 avec merci. Bon, héroïne, on a compris, c'est pour rendre hommage à des parcours de vie résilients. Et 17, ça fait référence à cet âge charnière où j'ai pu constater de nombreux cas de rupture familiale. C'est aussi une année très stressante pour les enfants issus de l'aide sociale à l'enfance, parce que c'est une année où on les prépare à l'âge fatidique de leurs 18 ans. C'est un âge où, du jour au lendemain, ils basculent... ils deviennent adultes, en fait, ils sont plus soutenus par l'État et donc en fait ils peuvent vite basculer. Enfin, il y a une fragilité qui se fait sentir et on peut d'ailleurs constater que 40% des SDF qui ont entre 18 et 25 ans viennent de l'aide sociale à l'enfance. Parce que d'un seul coup, en fait, ils n'ont plus personne sur lequel s'appuyer pour poursuivre leur route. Plus de téméraire ce soir, très bien. Alors merci beaucoup à toutes les trois pour vos échanges. Pour rappel, vous avez les livres donc de la Grande Commande d'Anaïs et de Marie qui se trouvent sur la petite table au fond. N'hésitez pas à aller les voir, notamment aussi l'autre livre de Marie, que j'ai oublié, les prismes. Rappel. Merci. voilà que vous pouvez retrouver. N'hésitez pas. Et puis merci à tous et merci encore. Le catalogue de la Grande Commande. Oui, le catalogue de la BNF. Oui. Quand j'ai dit la BNF, j'ai fait un raccourci, mais pardon, le signé en plus. Alors voilà, n'hésitez pas. Merci. Merci.